Bonsoir à tous. Oh là, c'est fort. Merci d'être là. Donc c'est la première des collégiales, aussi des collégiales de 2015-2017, je sens. Et c'est un plaisir, c'est un honneur de recevoir Dorothée aujourd'hui parmi nous. Alors, à plus d'un titre. D'abord parce que c'est évidemment une professionnelle, une grande professionnelle reconnue par ses pairs. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que... ce qui justifie ces conférences, en fait. Dans ces conférences, des professionnels viennent vous éclairer sur leur parcours, sur éventuellement leur projet, évidemment. Et donc, ça justifie évidemment amplement le fait qu'elle soit parmi nous, mais évidemment, une très importante raison pour nous, c'est que Dorothée, c'est une Stratos. Elle est issue de Strat en 2004, et donc c'est pour nous très émouvant et aussi très excitant de voir que 11 ans après être sortie de l'école, comme Strat, on accède à une forme de reconnaissance publique de son travail, et c'est toujours gratifiant, évidemment, pour l'intéressé en premier, mais par la force des choses pour l'école aussi dont elle est issue. Donc c'est une fierté. C'est aussi, pour moi, un moment qui me fait très plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le souvenir de ton projet de diplôme, en fait. Du temps où j'avais la chance de suivre les projets de diplôme, c'était vraiment une chance. Et ton projet de diplôme, c'est un projet visionnaire, en fait. C'est un projet visionnaire parce que Dorothée avait travaillé sur un projet que pas tout le monde avait bien compris d'ailleurs, je veux dire, à l'époque. Et très modestement, moi aussi. C'était de travailler sur une sorte d'intranet pour les résidences privées, hein, des immeubles, des appartements, des familles, et puis un réseau social dédié à la communication, au partage, à l'entraide. Il fallait être assez gonflé quand même pour imaginer ça en 2004. C'est ce que tu as fait. Le réseau s'appelait Toc Toc, si je me souviens bien. Et c'était probablement un signe. Donc, merci d'être parmi nous. Et merci d'accueillir Dorothée. Alors merci d'être tous là. L'idée c'est que je ne suis pas hyper habituée à faire des conférences comme ça, donc n'hésitez pas à me poser des questions et à intervenir. Voilà, le but j'imagine c'est que je vous éclaire un peu sur mon parcours et voilà, que vous surtout m'interrogez sur ce qui vous intéresse dans mon parcours. Sachant que voilà, vous voyez derrière moi différentes images de projets qui défilent. Comme vous le voyez, mon métier est devenu assez différent de celui que vous avez appris et que moi j'ai appris aussi. J'ai donc été diplômée en 2004. J'ai travaillé ensuite chez Dragon Rouge pendant 1 an, où je faisais du packaging et de l'illustration. Tout de suite à la sortie du diplôme, je suis partie de chez Dragon Rouge et j'ai été recrutée par un de mes anciens profs de Strat pour travailler chez Landor, qui est une grosse agence de design américaine, et qui fait pour le coup du design global. Et c'est vraiment là où j'ai appris mon métier d'aujourd'hui, même si c'était en rien lié à l'architecture d'intérieur. Mais j'ai vraiment appris à... j'avais aussi un rôle là-bas un peu particulier. En fait, de manière générale, dans ma vie, j'étais toujours assez autodidacte sur ce que j'ai fait. Et j'ai rarement été vraiment dans des cases, donc j'ai toujours fait des choses. Et notamment chez Landor, donc j'avais un poste de designer produit. Et j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait du design digital, j'ai été illustratrice aussi pour des concepts. Je faisais du design d'espace, du design produit, un petit peu tout. Et j'avais un peu un poste multitâche là-bas. Et ce qui était intéressant, du coup, c'est que j'avais une approche un peu transversale du boulot de l'agence. Et j'ai pu surtout découvrir l'importance de la cohérence dans un concept design. Et c'est quelque chose voilà, que je travaille beaucoup aujourd'hui. L'idée c'est de... Enfin, j'ai travaillé pendant 4 ans chez Landor et j'ai monté en 2009 mon agence, qui est une toute petite agence aujourd'hui. On est 4 à l'agence.
Et on s'est du coup spécialisé en design d'intérieur, je vais appeler ça comme ça, tout le monde étant pas du tout architecte d'intérieur. Et on s'est spécialisé dans les bars, hôtels, restaurants. Et notre particularité, c'est que voilà, on fait du design global, donc on fait tout. Tout le design d'espace, toute la scénographie, le design de mobilier, le design graphique. Voilà, tous les éléments de design auxquels un client va être confronté pendant son expérience dans le lieu. Et ce qui me tient vraiment à cœur là-dedans, c'est de créer des choses cohérentes. Je trouve souvent dans les lieux, surtout en France, tout n'est pas forcément très cohérent. Les anglo-saxons le gèrent assez bien eux. On peut arriver dans un lieu et avoir un logo qui ne va pas du tout avec le design de la carte, qui ne va pas du tout avec l'aménagement d'espace. L'architecture ne s'intègre pas forcément très bien avec le mobilier. On arrive à des choses un peu étranges. Et moi j'avais envie d'avoir une approche un peu différente là-dessus et de tout prendre. Alors c'est beaucoup de boulot aussi. C'est pas forcément non plus mon métier d'être designer graphique, j'en ai beaucoup fait parce que j'ai travaillé chez Rêve Rouge, mais c'est des choses que j'ai aussi appris un peu toute seule avec le temps. Pareil, l'architecture d'intérieur, c'est un métier, j'ai des architectes d'intérieur au bureau aujourd'hui, mais c'est un métier que j'apprends encore et que je découvre au quotidien, qui est un petit peu différent en termes d'échelle et en termes de normes de ce qu'on peut apprendre ici. Voilà un peu mon parcours entre guillemets. Et ce que je peux vous dire de tout ça, c'est que il y a quelques petites choses que je peux vous dire qui me sont apparues importantes moi dans mon parcours et dans ma vie aujourd'hui. C'est déjà l'importance du concept. Je sais que c'est quelque chose que vous apprenez beaucoup ici. Mais même après, quand on monte une boîte, forcément on a un concept pour sa boîte, une idée, une approche différente qu'on essaye de vendre. Il y a beaucoup de designers sur le marché, il faut amener sa petite pierre à l'édifice. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une morale aussi dans le travail. Moi, par cœur, je me suis vraiment concentrée sur le design global. J'essaye aussi de choisir des clients aujourd'hui qui ont la même approche que moi dans leur offre. Donc quand c'est des restaurateurs, qui ont un souci particulier pour l'assiette, pour la loyauté aussi qu'ils vont avoir avec leurs clients là-dedans. C'est vrai que faire des restaurants aujourd'hui pour des gens qui font ça comme du business et qui s'intéressent que très moyennement à la cuisine, ça m'intéresse pas trop. Pareil pour tout, pour les hôtels. Et du coup, ça me permet aussi de développer une vraie relation avec mes clients et d'apprendre aussi beaucoup d'eux. Je vous inciterai dans votre vie professionnelle et ça s'accentue de plus en plus à ne pas vous mettre de barrières et à ne pas vous cantonner d'être des designers. Essayez de comprendre un peu le business aussi, comment on finance des projets, comment des projets sont rentables. Notre métier, c'est aussi de faire gagner de l'argent à nos clients pour pouvoir continuer à travailler. Et pour ça, on doit apprendre à être rentable et à gérer des budgets. C'est aussi un truc qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend sur le tas, mais qui est important. Il y a aussi un autre truc qui est très important dans mon métier, qui est probablement la partie la plus difficile au quotidien, c'est le fait de pouvoir évoluer, toujours innover, surtout sur des codes d'archi d'intérieur, de ne pas trop s'enfermer dans un style, c'est très important. C'est très important d'avoir la capacité à toujours se remettre en cause, à apprendre en permanence, n'avoir pas d'idées préconçues sur les choses, ne pas se dire bon, c'est bon, je sais. Moi qui ai bossé pas mal en agence de design, souvent on crée des espèces de schémas de création, des process qui nous permettent de créer plus facilement et plus efficacement. J'ai toujours lutté contre. Je pense qu'il faut chaque méthode, chaque projet doit appeler une nouvelle méthode, doit être une page blanche, surtout pas arriver avec une méthode de travail, avec des concepts établis. Je lutte aussi beaucoup contre le fait d'amener des concepts dans des lieux et non pas de partir du lieu. Moi, j'essaye à chaque fois que je fais un lieu, que ce soit un bar, un hôtel ou un restaurant, de m'inspirer de la structure, de m'inspirer du quartier, de m'inspirer de l'histoire de l'immeuble, de m'inspirer de l'architecture et de pas, moi, arriver avec une idée préconçue de ce que j'ai envie de faire. Je pense que c'est la pire chose à faire dans nos métiers aussi. Il faut s'adapter et on n'est pas non plus là pour se faire plaisir.
On est là à la fin pour créer des lieux originaux, uniques, et surtout pour servir un client, et qui est vraiment au cœur du projet. Et je pense que notamment, quand il vient dans un hôtel, là j'ai fait un hôtel récemment qui s'appelle l'hôtel Vachaumont à Paris, qui est en plein cœur de Paris, qui est un hôtel 4 étoiles. Et je pense que les gens, ils ont besoin de sentir qu'ils sont à Paris, ils ont besoin de sentir qu'ils sont dans ce quartier-là, et il y a une offre assez importante d'hôtels internationaux. Et voilà, moi j'avais envie de faire des choses un petit peu différemment. Donc le gros challenge de notre métier, c'est ça, c'est vraiment de pas se bloquer dans un truc, de pas se bloquer dans un style, parce que ça peut être à la mode à une époque, et puis après partir. Il faut continuer à évoluer, essayer de rester jeune, surtout des métiers comme les nôtres qui sont excessivement liés à la technologie aussi. Il faut rester un geek, et c'est hyper important, moi je pense, de geeker à fond. Je le fais moi, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, s'entourer aussi, c'est important. S'entourer de gens, moi j'ai beaucoup de gens aussi plus jeunes que moi à l'agence, et des jeunes architectes. C'est aussi un nouveau métier aujourd'hui de former des gens, et c'est assez difficile. Sans vous parler du fait de monter une société et de s'occuper de tout ce qui n'est pas notre métier aussi. Voilà, d'être un peu souple. Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin particulièrement que je vous parle du projet. Voilà, vous voyez des images défiler de différents endroits que j'ai fait à Paris. Donc à chaque fois, le principe de départ, c'est vraiment de partir du lieu, de faire une toute petite étude de marché, de se dire qui va être notre clientèle, qui va venir dans ce lieu, son âge, est-ce qu'il y a, on est dans un lieu un peu international ou pas, voilà, pour se faire un petit cahier des charges que nos clients ne nous donnent pas beaucoup. C'est vrai que dans mon métier, nous, on est très peu briefés, donc on se crée un peu nos propres briefs. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment de s'inspirer de l'espace et de créer vraiment le lieu en fonction de la forme de cet espace, en fonction du côté, que ce soit sur 2 étages, un étage, l'importance de la vitrine, de la lumière, toutes ces choses-là. Et après, c'est aussi un peu par affect, mais on fait toujours beaucoup de recherches aussi historiques à l'agence, d'essayer de savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette rue, dans cet immeuble, ou même autour du concept. C'est vrai que j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur des lieux qui étaient des créations pures et dures, donc à chaque fois avec des nouveaux concepts, que ce soit des bars à cocktails, que ce soit des steakhouse, que ce soit le Café Pinson qui était le premier endroit veggie à Paris, que ce soit des hôtels aussi. Et donc on peut vraiment se permettre de travailler sur le concept, sur l'originalité, et de dérouler un petit peu notre histoire du début à la fin. Voilà. Après, il y a une grosse part aussi de mon métier aujourd'hui, au-delà de la scénographie d'espace, qui est évidemment le design de mobilier, et le sourcing aussi de pièces qu'on ne dessine pas forcément. C'est quelque chose que vous faites vous aussi, même si vous ne faites pas beaucoup de mobilier. Après, du coup, un gros truc dans tout ça, c'est d'essayer de trouver des artisans. C'est un gros challenge au quotidien d'avoir un gros réseau d'artisans qui sont... J'essaie de privilégier le plus possible le Made in France, en tout cas en Europe. Et voilà, il faut toujours savoir s'entourer, savoir trouver des artisans compétents qui s'y connaissent en plus 1000 fois mieux que moi dans ces matériaux-là, qui ne sont pas des matériaux qu'on apprend particulièrement. Et du coup, au quotidien, en fait, ça permet d'avoir une source inépuisable de création, parce qu'en fait, en rentrant dans le savoir-faire d'autres gens, quand vous parlez pendant 1 heure avec un ébéniste spécialisé en marketing à 75 ans, c'est assez cool parce que le champ des possibles et devient énorme, et c'est une grosse partie de notre métier au quotidien, parce que c'est vrai que moi j'aime bien ça aussi, et on essaie d'inventer des trucs. Alors on sort des matériaux de leur usage habituel, et là pour un hôtel, on a fait un comptoir en laiton, et je voulais avoir une structure tubulaire et j'arrivais pas à trouver du laiton comme ça, et on a récupéré à Lyon dans un atelier de chimie des anciens tubes en verre, et puis voilà, on a monté, assemblé en faisant avec du laiton plié. Et c'est tout un petit côté qui m'amuse moi aussi au quotidien, parce que les matériaux utilisés dans l'archi d'intérieur sont toujours un peu similaires. Et c'est marrant parfois d'aller chercher des choses un peu à contre-courant. Des étant, voilà, toujours d'essayer de faire des choses le plus uniques possible, de copier personne évidemment,
de faire des choses forcément aussi dans l'air du temps, puisque ça c'est un peu le propre de faire des lieux publics, mais c'est vrai que les gens ont envie d'aller dans des lieux un peu cool, et c'est vrai que voilà, moi je sors aussi beaucoup et j'aime bien ça. Donc oui, c'est ça qui est important aussi, faites des choses que vous aimez. Moi j'ai pas fait des bars, hôtels, restaurants par hasard, c'est parce que c'est des endroits où j'ai toujours beaucoup aimé aller, mais c'est très important aussi parce que c'est un métier qui prend énormément de temps, d'énergie et de poids dans la vie personnelle, et du coup il faut en aimer chaque minute. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose à me demander, ou une piste particulière que vous voulez que je développe N'hésitez pas, je suis là pour ça. On est 4, mais j'ai longtemps été 1. Donc, et je pense que vous l'apprenez ici avec méga charrette, et je vis assez bien avec les charrettes. Mais en fait, le truc, les clients, alors j'ai eu beaucoup de chance aussi. Moi, je marche beaucoup aux opportunités dans la vie, et j'ai toujours été comme ça. Je pense pas particulièrement au futur, mais j'essaye au quotidien, en tout cas, de rebondir sur ce qu'on me propose. Et quand j'ai monté ma boîte en 2009, je n'avais pas particulièrement l'intention de faire des bars, hôtels, restaurants. Je voulais continuer à être designer produit comme je faisais pour les agences de design, et on m'a fait des potes que je dépannais depuis quelques temps en leur faisant des menus, des logos et tout. Ils m'ont dit voilà, on vient de récupérer un fonds de commerce, on veut faire un bar, est-ce que tu veux le faire? Et j'ai dit je sais pas, je suis pas archi, je sais pas le faire, je n'ai jamais fait. Ils m'ont dit arrête, t'as fait plein de design d'espace, tu saurais très bien le faire. Et j'ai dit ok, je veux bien, mais franchement je vous garantis rien, j'ai pas d'artisan, enfin c'est pas mon. Et moi, c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de design d'espace, mais de manière hyper conceptuelle, et sans beaucoup de réalisation derrière. Et voilà, je me suis lancée, je me suis dit, ok, il faut y aller. Et j'ai adoré faire ça, en fait. J'ai adoré faire ça parce que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. J'avais pas une idée, honnêtement, hyper précise de ce que je voulais faire quand j'ai monté ma boîte, à part du design. Et je me suis rendu compte que ça cumulait et le design d'espace, et le design immobilier, et le design graphisme, et le design de la lumière, et la déco, et les prints. Moi, j'adorais les motifs, et je pouvais en dessiner, en utiliser au mur, sur des tissus. Voilà, ça cumulait plein de choses que j'aimais bien. Et en fait, comme je suis assez butée dans la vie, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et je me suis dit, ça sert à rien de me disperser, de faire d'autres trucs, j'ai envie de faire ça, et c'est l'univers qui me plaît. Donc je me suis tenue à ça, je n'ai jamais fait d'appartement, des choses comme ça, je ne sais même pas faire. Alors j'imagine que si je suis obligée, j'y arriverai, mais j'ai décidé vraiment de me spécialiser là-dedans. Et en fait, j'ai eu la chance aussi de travailler avec une jeune génération d'entrepreneurs. Tous mes clients sont quasiment nés la même année que moi, c'est un peu un hasard et c'est marrant. Et en fait, ils me refont bosser régulièrement, donc j'ai jamais eu vraiment besoin de chercher des clients. Et c'est vrai que la presse aidant, aujourd'hui, on m'appelle beaucoup, mais pas forcément pour des bonnes raisons, pour des raisons de publicité, plutôt que par affect particulier avec mon travail. Et voilà, et j'ai une dizaine de clients avec qui je bosse régulièrement, je fais et je continue à faire tous leurs lieux. Et du coup, c'est assez génial pour moi parce qu'il y a une vraie relation de confiance. Il y a aussi une histoire qui s'est installée, donc c'est aussi facile de dérouler l'histoire sur plusieurs lieux, on va un petit peu plus loin. Et je gagne aussi beaucoup de temps parce que j'ai quand même moins besoin de vendre des 3D, des trucs, ils me font un peu confiance, j'ai carte blanche, et du coup, voilà, je fais 2 présentations et après ils me laissent un peu dérouler mon fil. Et après, pour le temps, pour être très honnête, ça dépend des projets. Et des projets qu'on fait en... là, quand j'ai fait Maison et Objets, le stand de Maison et Objets, je l'ai fait en 24 heures. Donc, j'avais pas le choix. De toute façon, ils m'ont expliqué ils m'ont briefé le lundi pour me dire que le jeudi, il fallait que ce soit chiffré. Donc, je l'ai fait. C'est pas idéal, mais vous savez le faire aussi. Après, sinon, sur un temps normal de création, les restaurants, c'est des délais courts en général, parce que il faut savoir qu'entre le moment où un client va récupérer le fonds de commerce, en tout cas va signer la promesse,
il va se passer 3 mois entre ce moment-là et le moment où on va récupérer les clés, donc où ils sont dans la certitude à peu près d'exploiter le lieu. Et du coup, c'est les 3 mois où on monte le projet de A à Z. Donc en général, c'est pas hyper facile parce qu'il y a déjà un truc avant dans le lieu, que ça n'a pas été débarrassé, donc on fait les prises de code comme on peut. En tout cas, c'est le moment où on fait tous les avant-projets, où on se décide vraiment sur le concept et la scénographie sur laquelle on va aller. On commence les premiers chiffrages, donc tous les dossiers techniques pour faire les chiffrages avec les entreprises générales. Un petit appel d'offres souvent quand même pour ça, même si maintenant je travaille quand même toujours un peu avec les mêmes personnes. Et ensuite, le jour où ils récupèrent les clés, là c'est un peu le marathon qui commence parce qu'il faut vite curer les lieux, vite faire un vrai relevé de cote et là rentrer dans le détail, c'est-à-dire dessiner tous les mobiliers, mais qu'à partir de ce moment-là, parce qu'on n'avait pas les cotes avant. Et faire chiffrer, faire fabriquer, tirer sur les artisans le plus possible pour qu'ils arrivent à fabriquer en 1 mois et demi, alors que oui, je sais que leur délai c'est 12 semaines. Et c'est un peu un combat perpétuel. Et les projets d'hôtel sont beaucoup plus longs, et c'est là où je rends l'appareil à mes artisans aussi, où je leur donne beaucoup plus de temps. Parce que c'est des projets, typiquement l'hôtel Bachaumont, qui était une ancienne clinique où on n'a absolument rien gardé à part la façade de l'immeuble. C'est un projet qui s'est déroulé sur 3 ans. Donc en 3 ans, même si l'histoire que j'ai racontée au début est plus tout à fait la même à la fin, ça laisse le temps de tout prototyper, de passer un peu de temps à trouver une usine qui fabrique des lampes avec tel matériau, un ébéniste qui est capable de faire tous les bureaux qu'il faut avec le budget qu'on a, et on a beaucoup plus de temps pour agir. Après, c'est du coup aussi des projets un peu plus chiants, parce que je suis comme moi plus habituée à Charité. J'aime bien cette espèce d'adrénaline. Et c'est vrai que parfois on a presque trop de temps dans les hôtels. Mais c'est pour ça, étant quand même un peu autodidacte sur cette partie-là, j'ai une approche très différente, je crois, des autres architectes d'intérieur. Parce que sur les projets d'hôtel, je bosse comme souvent avec des cabinets d'architectes qui s'occupent du coup de toute la sécurité du projet, tous les dépôts de permis, et qui, eux, auront du coup un programme très précis, tous le même, de date de rendu à tel moment, de cahiers, de détails, de choses très normées, et qui ne donnent pas beaucoup de place pour la création, pas beaucoup de place pour la liberté, surtout pas beaucoup de place pour faire des choses différentes. Parce que quand on doit donner 3 ans avant la couleur des murs, le jour où l'hôtel ouvre, on en a déjà juste marre, et on risque aussi de faire un hôtel qui est déjà daté au moment où il ouvre. Donc je suis un peu en lutte perpétuelle, et c'est la chance aussi d'avoir des clients avec qui je m'entends bien et qui me font confiance pour décaler le plus possible les phases de création. Donc en fait de donner des informations au fur et à mesure, toutes les parties infrastructures qui sont importantes, qui vont permettre de ne pas prendre de retard sur le projet. Mais c'est vrai que volontairement, je ne rends pas mes dossiers à temps. Et je leur dis, je ne vous rendrai pas le 3 juin 2014, je vous le rendrai en 2016, mais vous n'en avez pas besoin avant. Et vraiment, je suis là, je suis sur les chantiers d'hôtel quasiment 2 fois par semaine sur place, et c'est des informations dont ils n'ont pas besoin, parce que chiffrer que le mur est rouge ou bleu, je ne pense pas que ça fasse un grand changement, et jusqu'à preuve du contraire, on part en dernier. Donc voilà, c'est aussi, moi je valorise beaucoup la création dans mon travail, et le fait de faire les choses aussi un petit peu différemment, de ne pas aller sur des dictats. Il y a peut-être des choses qui ont été établies qui fonctionnent, mais de mon expérience, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. C'était des pertes de temps, des pertes d'argent, des pertes d'énergie. Et du coup, j'essaie de donner une autre approche. Le fait d'être designer, moi, du coup, me donne beaucoup de légitimité pour le faire, parce qu'ils se disent, bon, de toute façon, elle n'est pas archi, elle comprend rien, c'est très bien. Et voilà, et je fais les choses à ma manière, en tout cas, de la manière qui me paraît la plus logique pour que le projet soit bénéfique pour tout le monde. Encore une fois, la seule, unique personne qui compte à la fin, c'est le client final, c'est le mec qui vient dormir dans sa chambre. Et lui, qu'on ait rendu les peintures 2 ans avant ou 2 mois avant, il s'en fout. Et par contre, il a besoin d'être dans une chambre confortable, d'avoir le maximum possible avec la somme qu'il va dépenser. Et du coup, je tire sur le budget comme personne pour essayer de faire du Made in France, de faire aucun faux matériau, d'être vraiment hyper honnête dans cette démarche. Et c'est tout le temps, en fait, pour être honnête, c'est tout le temps à lui que je pense. Et je me dis toujours, ils me font chier, on s'en fout quoi. Ok, eux font ça, et c'est vrai qu'aussi après je bosse avec des archis qui font des énormes trucs, donc ils ont vraiment une formation hyper classique et hyper routinière. Et voilà, moi qui fais des lieux un peu cool, branchés, qui sont des hôtels, des bars et des restos, je ne me dis pas qu'on est dans une obligation
de se contraindre autant. Donc voilà, je fais les choses un peu à ma manière et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai toujours fait comme ça. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même assez bien marché aussi. Alors je travaille beaucoup, donc ça me donne aussi la légitimité de parfois, on peut taper du poing sur la table pour dire que je pense qu'on va dans le mur. Mais je pense qu'il faut vraiment être honnête avec soi-même et ne pas faire des choses dans lesquelles on ne croit pas. Et surtout, et c'est toujours ce dont vous parlez tout à l'heure des schémas de création, parce que je l'ai vu en agence, je vous ai vu aller dans le mur dans plein de trucs, dans des compètes et tout ça, parce qu'en fait personne ne levait la tête du papier. Et on décide, on ne sait même plus où on va, ça n'a plus de sens. On a perdu l'idée de départ, on essaye de faire rentrer un éléphant dans une maison de personne, enfin ça marche pas. Je pense que voilà, c'est très important, mais quel que soit le support, de toujours prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi on fait les choses, est-ce que c'est la bonne manière, vraiment de pas s'entêter sur un truc, jamais. Moi c'est en tout cas comme la manière dont je le fais aujourd'hui, alors c'est difficile parce que parfois on a un peu envie de se reposer aussi, de se dire on est sur un petit fleuve, c'est cool, ah bah tiens j'ai eu cette idée, c'est génial, c'est pas le parfait, c'est le bon projet pour l'appliquer, bah non, j'essaie de pas faire ça. J'essaie de me dire, bah non, c'est frustrant, mais cette idée, je vais la garder pour moi, elle restera dans mon petit imaginaire, mais elle est liée à rien et ça ne peut pas marcher. Donc voilà, c'est une approche vraiment un peu particulière. J'ai vraiment inventé mon métier. Et comme en agence, quand j'avais des postes qui étaient... je n'avais pas de boss, j'étais un peu un électron libre. Et c'est des postes que je m'étais aussi créés parce que voilà, je leur faisais comprendre que je n'étais pas... forcément la plus pertinente sur un job très linéaire et que voilà, moi j'étais un peu en serpentin et on pouvait me faire plein de trucs différents et que c'était ma force aussi de rester créative et de ne pas perdre l'objectif final de vue. C'est comme ça de 1 à 4. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Alors, en fait, le truc aussi dans mon métier, c'est que dans l'agence, c'est beaucoup ma patte, donc c'est quand même beaucoup de choses qui passent à travers moi. Je suis la seule designer, donc c'est moi qui dessine tout le mobilier et tous les éléments graphiques. Et au bureau, pour le coup, j'ai plutôt des archives d'intérieur qui, du coup, assument une partie du métier que je connais mal, dans laquelle je suis quand même vraiment moins compétente. Il y a quand même une technicité. Alors toute la partie travaux, ça c'est assez facile, ça s'apprend quand même sur le tas. Mais il y a quand même encore au jour le jour dans la partie vraiment purement industrielle du truc que je ne maîtrise pas. Donc c'est des gens au quotidien qui m'aident là-dessus, avec qui du coup j'échange et dont j'apprends des choses. Et ça c'est aussi c'est formidable au quotidien d'apprendre encore beaucoup. Et surtout de gens beaucoup plus jeunes que moi, c'est chouette. Et là, en ce moment, au bureau, j'ai une apprentie aussi qui vient de commencer et qui va s'occuper de la partie purement concept, de recherche d'images, d'être vraiment en veille permanente. Dans le métier tel que je le fais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même tout un truc autour des tendances, autour du style, qui fait qu'on est obligé d'être perpétuellement en veille de voir ce qui se passe dans le monde, les nouveaux hôtels qui ont ouvert, les nouveaux concepts, les nouvelles manières de consommer des gens. Et on cherche tout le temps. Moi, je passe ma vie à le faire et c'est vrai qu'au bureau, je leur ai toujours appris à chercher tout le temps, quel que soit le support. Voilà, pour juste être au courant de ce qui se passe et nous évoluer de la même manière aussi. Quelqu'un a des questions sinon? Comment est-ce que vous faites pour trouver comment vous faites vos choix en fait, dans vos idées? Parce que j'imagine qu'on vous propose pas mal d'idées. Comment ces idées se confrontent en réunion? Comment vous travaillez en fait avec tout ça pour du coup partir sur une direction directement? Est-ce que vous... En fait, l'idée aussi qui aide beaucoup, le fait de partir de quelque chose, donc de partir du lieu, de partir du quartier, déjà ça donne vraiment un fil conducteur et on n'est pas dans le registre du j'aime ou j'aime pas. J'ai mis la terre cuite parce que j'aime bien la terre cuite, on s'en fout. Moi j'aime bien la terre cuite, quelqu'un n'aime pas la terre cuite. Par contre, mettre de la terre cuite parce qu'on est dans la Méditerranée et que dans une ville où il y a, je dis n'importe quoi, une fabrique de terre cuite, là ça a du sens. Et du coup, en fait, j'essaie le plus possible d'éviter les choses de goût.
Parce que typiquement, dans un hôtel où il y a 150 personnes qui passent par jour, il y a plein de goûts différents. Donc il faut aller un peu au-delà d'une jolie couleur et un joli tissu. Et plutôt essayer d'aller sur des concepts de fond, ou en tout cas des choses qui ont du sens. Et c'est aussi la partie qui m'intéresse de mon métier. La partie style, entre guillemets, est probablement celle qui m'intéresse le moins. Et c'est vrai que du coup, je construis, quand je fais des présentations, je construis vraiment l'histoire, en fait. Voilà, j'explique toutes les recherches qu'on a faites, ce qu'on a trouvé comme information, ce à quoi ça nous a fait penser. Oui, pardon, c'est mon... La chose que je m'étais le plus interdit dans la vie, c'est de montrer des photos de mes enfants. Et c'est pas de moi, parce que c'est mon ordi perso, et non, c'est pas grave. Et voilà, et donc en fait, on essaye d'écrire un discours, et en plus à chaque fois mes concepts on peut vraiment les rédiger, et après de dérouler le truc. Et c'est vrai que les clients, pour le coup, après le rapport plus stylistique, là, ils nous font un peu confiance là-dessus, personne ne sait. Et surtout, je pense qu'une grosse partie de notre métier et notre valeur ajoutée, c'est de prendre des décisions. Moi, je le vois beaucoup au quotidien, mes clients ont du mal à prendre des décisions. Ils ne savent pas vraiment, même dans un concept de restauration, ils ont deux idées, ils hésitent. Ah, celui-là a tel avantage, celui-là aussi, mais où on va et tout. Et moi, je suis là pour trancher. Et parfois, je me plante, c'est sûr, mais à un moment, il faut trancher aussi, et il ne faut pas faire les choses à moitié. Donc, il faut se décider, choisir une ligne de conduite et s'y tenir. Et aller jusqu'au bout. Et ça m'arrive plein de fois dans des projets que mes clients me disent mais voilà, mais où est-ce que tu es parti? Ça a l'air tellement bizarre ce lieu, mais je suis là, laissez-moi finir, et après vous me direz, mais tant que c'est pas fini, laissez-moi finir. Et c'est vrai que le fait d'être tout le temps aussi sur les chantiers, de voir le lieu évoluer, ça me fait aussi souvent changer de ligne de mire. C'est-à-dire que j'étais partie dans une direction, et en voyant, en habitant les lieux, en y passant beaucoup de temps, je me rends compte qu'il y a des choses qu'il va falloir adapter. Donc je fais évoluer mon projet. Et voilà, j'ai eu la chance jusqu'à présent, mes clients à la fin me disaient « Ah oui, vous avez raison ». Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que souvent, ils avaient raison aussi, c'est juste que j'ai réajusté le tir sans le dire. Mais voilà, il faut toujours rester vraiment en éveil et voilà, pas bloquer dans son truc et savoir évoluer. Mais c'est vrai que la prise de décision vient souvent de moi et il faut que quelqu'un décide. Sinon, on fait des endroits mollassons. Donc il faut choisir un axe. Est-ce que tu es parti à l'étranger? Comment est-ce que ça a orienté derrière tes idées, ton parcours professionnel et vraiment les choses clés que Ouais, moi j'ai fait Strat parce que je voulais être designer produit. Qu'est-ce que j'ai fait comme stage? J'ai fait un stage chez Dragon Rouge, justement. C'est pour ça que j'ai été après recrutée par Dragon en sortant de l'école, qui était hyper intéressant. C'est là où j'ai appris à utiliser une tablette graphique qui ne m'a jamais quittée depuis. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et surtout, il ne m'avait pas donné de souris. Donc j'étais arrivée devant une tablette graphique, et j'avais dit, je ne sais pas m'en servir, et il m'avait dit, démerde-toi et rends ton truc ce soir. Et je m'étais dit, c'est bien. Et ça m'a beaucoup appris, parce que c'est une boîte excessivement rigoureuse, stricte, hyper disciplinée, dans même les classements informatiques, les rendus, les cartouches, les trucs. C'est une discipline que j'ai jamais retrouvée après en agence et qui m'a beaucoup servi et que j'applique encore aujourd'hui. Et je me bats avec mes archives, il me faut encore des plans sans échelle. Voilà. C'est plein de petites choses qui m'ont rendu un peu maniaque, mais qui étaient importantes. C'est un stage qui m'a énormément appris. Et en plus, c'était pas mon métier du tout. Donc c'était marrant de faire un autre truc. Je suis partie, en 3e année à l'Institut Model Design, qui était une expérience assez exceptionnelle aussi. Parce que déjà les universités américaines et que c'est sans précédent et avoir l'opportunité d'y aller gratuitement, c'est encore plus dingue. Là-bas, j'ai appris plein de choses. J'ai fait notamment du design de jouets. Et du coup, en fait, après l'échange, je suis restée 3 mois en stage pour une de mes anciennes profs. Donc j'étais chez Hasbro et je faisais ce qu'ils appellent de l'advanced concept. Donc c'était assez marrant, je dessinais les jouets de demain. Donc mon job c'était de regarder des dessins animés et de dire tiens, peut-être en tirer un jouet. Et on avait un truc, mais à Hasbro c'est une ville, c'est fou, c'est à Providence, donc c'est Rhode Island, donc c'est à côté de New York. Et il y a ce qu'ils appellent un Fun Lab, donc c'est un espace
C'est comme Meto FBI, derrière un miroir sans taille, il y a des enfants qui jouent et on regarde comment ils appréhendent les objets et vers lesquels ils vont. Et c'est juste génial. Donc en fait, tu passes tes journées, tu les regardes et tu te dis ah, c'est vrai qu'ils sont plus attirés par le rouge que par le bleu. Ah tiens, ils ont plus de facilité à appréhender une forme ronde qu'une forme carrée. Et plein de petites choses comme ça. Voilà, donc ça c'était un stage assez exceptionnel. Parce que moi j'adore la partie concept, parce que c'était encore complètement un autre truc que j'avais jamais appris à faire avant, et que c'était excessivement libre et créatif. Et en plus j'ai toujours bien aimé l'univers des enfants, donc c'était cool. Voilà, et je crois que c'est tout, non? On faisait que 2 stages, non? Ça fait 11 ans quand même, donc je m'y perds un peu, mais... Aujourd'hui, il y a un stage en 3e année en général en France. Ils enchaînent le premier semestre de 4e année à l'étranger. Et ensuite... Ah oui, c'était en 4e année, ouais. Voilà. J'ai pas fait de stage en 5e année, moi, pour le coup. Ah oui, parce que c'était peut-être à l'époque où tu... Ouais. Plus tard, dans l'année directe. Je me souviens plus. Ouais. C'est vrai? D'accord. Vous savez que c'était pas facile quand même. On travaillait dur. Ouais, j'ai toujours été un peu comme ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même fait mon mémoire de diplôme sur l'hôtellerie de luxe, qui est quand même un truc que je fais aujourd'hui, donc c'est marrant. Et j'avais eu notamment j'avais beaucoup interrogé à l'époque le directeur du Ritz et pour mon mémoire, et j'y vais maintenant, comme ils sont en travaux, bon, et là j'ai pas la chance de faire ce projet-là, mais j'y vais régulièrement voir les travaux et c'est hyper intéressant parce qu'en termes de... C'est les plus gros travaux, je pense qu'on n'ait jamais fait dans un hôtel au monde, donc... Allez, j'arrête. Vous avez tout vu de toute façon. Et j'ai quand même réussi à avoir un enfant avec tout ça, donc oui, ça va, c'est quand même assez faisable. En fait, les clients, beaucoup aussi, le métier de designer, c'est un peu conceptuel pour eux, ils ne savent pas très bien. Mais du coup, on peut... Ouais, mais du coup, c'est cool parce que c'est super libre. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas et ils n'ont pas vraiment besoin de comprendre. Voilà. Et donc, on est un peu dictatorial, c'est comme ça, voilà. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien. En tout cas, dans mes clients à moi, c'est-à-dire des gens qui font des bars, des hôtels, des restos, qui ne sont pas forcément amenés à bosser beaucoup avec des designers, qui bossent avec des architectes, qui bossent avec des gens quand même assez techniques et assez stricts. Et nous, on est un peu toujours le petit élément créatif. Non, je pense qu'ils sont hyper réceptifs, sinon ils ne feraient pas appel à moi et ils aiment se sentir bien dans un lieu. Mais au début, ils ont probablement un peu de mal à expliquer pourquoi ils s'y sentent bien. Et c'est vrai que moi, j'arrive à analyser, décortiquer les choses, de comprendre le comment du pourquoi est-ce qu'il y a une scénographie qui marche et une autre qui ne marche pas, les petits recoins, les choses. Parce que j'ai quand même pu constater aussi au fur et à mesure des lieux que j'ai fait, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est qu'il y a une magie parfois qui prend ou qui ne prend pas. Et je suis incapable, j'aimerais tellement comprendre, mais moi la première, dans des lieux que j'ai faits, il y en a où je rentre, je sais que c'est bon, et il y en a un où je rentre, je me dis un peu moins, et je sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à comprendre, c'est une question d'alchimie, je pense, du lieu, entre le concept des lieux, voilà. Il faut plein de petits éléments pour que ça marche. C'est hyper dur de faire des lieux qui marchent vraiment bien, où tout est raccord entre l'assiette, le service, le design, l'impression globale, la musique. Il y a tellement de facteurs que c'est dur. Mais voilà, on y arrive, il faut continuer. Et puis je pense que le fait de ne pas tout comprendre aussi, c'est hyper challenging. Ça oblige à ne pas avoir de recettes et continuer à se poser des questions et à décortiquer le truc. Mais c'est vrai que maintenant, mes clients, du coup, volontiers décortiquent un peu les choses avec moi. Et on fait les constats, et à chaque fois qu'on est ensemble dans les lieux, on dit « Ah, ça marche pas. Hein. » On est « Non, ça marche pas. » Et ça marche. Ouais, ça marche.
Mais pourquoi ça marche dans ce lieu-là et pas dans un autre? Je sais pas. Il faut mettre plein de petites choses du coup. On teste. Ouais. En fait, ouais, il faut rester ouvert. Pas trop seul. En 2009, vous étiez seul, aujourd'hui, vous avez 5 collaborateurs, vous avez une idée d'actif. Non, comme je vous ai dit, je marche aux opportunités. Je ne pense pas du tout à demain. Non, je vis beaucoup au jour le jour. C'est vrai que manager une équipe, c'est pas forcément mon métier premier. En plus, je ne pense pas que j'excelle là-dedans. Mais j'ai appris à apprécier ça. J'ai surtout appris à apprendre d'eux et c'est vrai que c'est génial. Et échanger quand même au quotidien, c'est cool. C'est cool. Pour l'instant, voilà, on est 4. En ce moment, je suis très contente de mon équipe. Ça dépend un peu des équipes. Il y a aussi des gens qui m'ont déçue. Donc après, on est hyper frustrés. On dit bon, c'est bon, je vais continuer toute seule. Je fais mieux toute seule. Il y a toujours des petits moments. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et puis par moment, j'ai 3 personnes au bureau qui sont géniales et je me dis, bon ben voilà, on peut soulever des montagnes. Ça dépend un peu vraiment des gens et ce ne sera que ça. Donc au fur et à mesure des rencontres, j'exclus pas du tout de grossir si je rencontre des gens qui m'amènent autre chose. Alors, en ce moment, j'ai un stagiaire au bureau qui a un univers qui est diamétralement opposé du mien. Donc il est né en 92, donc probablement comme beaucoup de gens comme vous. Et il a une passion pour les châteaux abandonnés. Et il va faire des photos de châteaux abandonnés. Et c'est tout son univers, et pendant une journée, il m'a tout expliqué. Mais j'ai trouvé ça incroyable, c'est-à-dire qu'un monde que je ne connais pas, donc ils sont pleins, et il a tout un truc, que des référents de lieux qui m'étaient inconnus, une espèce de sensibilité par rapport à ça aussi hyper différente, et ça m'apprend moi tellement, parce que forcément, j'ai l'impression de connaître tout, mais pas du tout, et je connais surtout toujours les mêmes choses parce que je vais vers les choses que j'aime, comme tout le monde. Et là, dans ces moments-là, c'est vraiment un peu des moments de grâce où je sors complètement de mon monde et je me rends compte qu'en fait, c'est tellement vaste et il y a tellement de choses que je ne connais pas. Voilà, donc c'est une histoire de rencontres et les rencontres font que l'agence grossit. J'avais toujours dit que je resterais 1, après j'avais dit 2 max, que je veux être 1. Je veux continuer à travailler toute seule et en fait, jour d'aujourd'hui, je me rends compte, peut-être que je suis plus prête aussi, que c'est quand même assez exceptionnel et qu'ils m'apprennent beaucoup. Ouais, ça c'est sûr. Heureusement que t'es là quand même. Tout à l'heure, on a décrit l'ensemble des tâches quotidiennes et aussi des responsabilités, des centres d'intérêt aussi, voire des choses que tu t'imposes, sur lesquelles tu peux être en ligne, etc. Il faut continuer de se cultiver. Ça dessine quelque chose de très très large. C'est ce que tu vis en tant que professionnel. Et tu as été étudiant dans une école de psychologie. Quelle différence il y a entre finalement ce que tu as appris, ce que tu fais, qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre, ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as appris que est inutile, même si les choses changent, hein, ça peut être designer, il y a des gens, c'est pas le métier pour les autres. Ça serait intéressant d'avoir un feedback sur finalement quel match il y a eu pour toi entre un parcours de 5 ans, c'est 5 ans à Strat. 4, j'ai fait l'atelier de Sèvres avant. Le 7 qui est rentré dans le groupe. Ouais. Et c'est quoi En fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé à Strat et ce qui m'a beaucoup servi, c'est d'apprendre à travailler dur. Et je pense qu'on a un métier, et déjà moi, quand j'ai commencé à bosser en 2004, c'était pas évident, et vous, c'est encore moins. On ne peut pas se permettre de bosser qu'à moitié. Il faut être passionné, il faut pas compter ses heures. Et ça, je l'ai très bien appris ici, à vivre les choses à fond. Et je pense que c'est une très bonne discipline. J'ai appris une bonne discipline aussi. Et ça peut paraître dur, mais en fait, le design, pour moi, c'est un métier où il faut être discipliné, c'est sûr et certain. Et après, dans les cours en particulier, comme moi, j'essaie de un peu m'intéresser à tout et justement de faire du design global et de ne pas trop mettre de limites. J'ai pas le souvenir d'un cours qui m'ait servi à rien.
J'ai le souvenir de choses sur lesquelles, pour lesquelles j'avais plus d'affinité. Toutes les maquettes, c'était vraiment un truc qui était passionnant pour moi, même si j'en fais plus aujourd'hui. Ça m'a appris énormément de choses, et notamment à comprendre comment les choses se fabriquent. Et c'est vrai qu'au quotidien, quand je fais dessiner des meubles et que je fais des plans de mobilier, ça m'aide quand même beaucoup de comprendre comment on utilise des machines. Quand je vais visiter, je vais beaucoup visiter les ateliers aussi, de savoir comment ça marche. C'est une vraie aide aussi aujourd'hui. Si les cours de roterie, ça, vous en faites plus, ça j'aurais pu en passer, je crois que c'est pas ça à grand chose. J'étais très nulle en plus, mais non, j'ai appris plein de choses. Je fais énormément moins d'illustrateurs aujourd'hui, c'est un de mes logiciels de prédilection que j'ai quand même appris ici, que j'ai beaucoup développé après, mais non, je pense que c'est une formation en tout cas qui, je ne pourrais pas parler pour aujourd'hui ce que je connais moi, mais qui est complète, qui est large et qui permet aussi de se dire que le champ des possibles est énorme. Et moi aujourd'hui je fais ça, peut-être demain je ferai autre chose. J'adore le design digital par exemple, pourquoi pas un jour. Voilà. Il faut être capable de tout faire, il faut être malléable, il faut pouvoir s'adapter. On est dans une société où personne nous attend. Donc il faut essayer de faire son petit trou et si ça ne marche pas, de pouvoir rebondir tout le temps. Il ne faut pas subir les choses. Donc voilà, être polyvalent, c'est très important et je pense que c'est l'école qui amène bien ça. Après, dans les cours qui manquent, comme souvent, un tout petit peu de business, c'est quand même cool. Parce que quand on commence à monter sa boîte, de faire tout l'administratif, toute la compta et même des clients, moi quand j'ai commencé à lire mes premiers business plans, je n'avais jamais appris. Voilà, j'ai dû bosser un peu plus. Mais voilà, c'est le seul petit truc, je pense, comme quand toute période de crise, le phénomène argent est très important et du coup, moi je bosse beaucoup sur les budgets, sur la rentabilité des lieux. Et voilà, je pense que c'est un peu le seul petit truc en plus qu'il faudrait apprendre. Voilà. On va terminer à notre D'accord. Personne parmi vous a particulièrement l'intention de faire de l'archi d'intérieur ou quelque chose comme ça, vous ne serez pas ici, j'imagine. Si? Ah. Tu veux être le 5e alors, c'est ça? Mais c'est vrai que, par exemple, au bureau, parce que moi je suis autodidacte, je prends que des gens qui sont un peu autodidactes, qui font des choses particulières, des paysagistes, des gens un peu différents. Alors après, ça marche ou ça marche pas, mais c'est aussi hyper intéressant. Parce qu'ils ont une approche différente. Alors forcément, il y a juste une petite formation technique, il faut quand même qu'ils fassent un peu d'AutoCAD, mais après, c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que c'est autre chose. Moi, j'ai réussi en étant ce que je suis et je pense que personne ne m'aurait dit je te donne un job dans une agence d'archi d'intérieur, t'es pas designer de mobilier. Voilà, et j'ai fait mon truc toute seule et je crois vraiment en ça et je pense qu'au jour d'aujourd'hui c'est de plus en plus valable. On peut tout faire, il y a juste un pack d'outils qu'il faut maîtriser, ça c'est une certitude. Il faut avoir des connaissances techniques, on ne peut pas s'en passer, il faut savoir se servir parfaitement d'un ordinateur, il faut maîtriser les logiciels que vous apprenez aujourd'hui, savoir faire de la 3D, toutes ces choses-là c'est important. Que vous les gardiez ou pas, moi je fais plus de 3D aujourd'hui mais je sais en faire donc je comprends, c'est important. Voilà. Mais à partir de là, pour être un bon créatif, on peut venir, je pense, de n'importe quel univers. Et c'est important. C'est important de le savoir et de ne pas se limiter. Avec une bonne méthodologie design, on peut aller très loin. D'autres questions? C'est le moment. Ah sympa. Bon. Le truc que j'ai le plus raté. Plein de choses. J'ai raté des meubles qui étaient bancales. Alors que pourtant, des heures de discussion avec le menuisier, on était sûr de nos structures tubulaires en laiton. Ça arrive, hop, ça tient pas. J'ai raté beaucoup de trucs comme ça. Il y avait des clients sympas, heureusement, qui
qui sont un peu tolérants sur ce genre de trucs. Mais oui, ça m'est arrivé et j'apprends. En fait, j'ai pas été formée là-dedans, donc je fais beaucoup d'erreurs, mais j'y vais quand même parce que j'ai envie d'arriver à le faire. Voilà. Mes plus grosses erreurs, c'est probablement ça. Des trucs de conception fait vite, où on n'avait pas le temps de faire des prototypes, et je me disais c'est bon, ça va tenir, et voilà, des trucs comme ça. Sinon, dans les lieux, pour l'instant, forcément, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais voilà, je ne considère pas en tout cas qu'il y ait eu d'erreurs, parce que c'était des lieux qui, comme globalement, ont tous marché. Donc, s'ils marchent et qu'ils rencontrent leur public, et c'est ce qui compte. Après, que moi je les aime ou je les aime pas, ça a très peu d'importance. Le premier, c'est le Prescription, bar à cocktail rue Mazarine dans le 6e. Et le dernier, c'est l'hôtel Bachaumont, où il y a du coup 49 chambres, un resto et un bar. Ce qui était intéressant à Bachaumont, c'est que, comme je suis arrivée très en amont du projet, j'ai fait vraiment toute la programmation du lieu. Donc c'est moi qui dis, je pense qu'il faut mettre un restaurant là, un bar là, et qui vraiment... c'était un mec qui avait un nouveau client pour le coup, qui avait racheté l'immeuble et qui s'était dit voilà, j'ai envie d'en faire un hôtel parce que je pense qu'il manque un hôtel ici, mais qui ne savait pas le faire, qui était lui aussi complètement du coup nouveau sur le sujet, et on a pu du coup être libre, en discuter. C'est moi qui ai trouvé les restaurateurs qui l'ont mis dans le lieu après. Voilà, on a beaucoup échangé et c'était la partie probablement qui encore une fois, qui m'intéressait le plus, c'est de comprendre le lieu, me l'approprier et essayer de répartir les espaces pour en faire un lieu qui marche et surtout avoir une bonne expérience de ce lieu. Je pense que entre le petit déjeuner jusqu'au dernier verre à 4h du matin, voilà, le mec qui dort à l'hôtel, la boucle est bouclée. J'espère en tout cas. Justement par rapport à ça, je vais insister sur le fait que vous mettez à la place toujours personne qui allait confiner ces lieux, ces origines, etc. Quand toi tu design, est-ce que tu visualises les espaces, les objets, le système en soi avec les gens? C'est-à-dire que dans ta tête, il y a des gens qui sont là déjà. Ou est-ce que c'est une surprise le jour où tu es sur un lieu, où ça arrive, tu vois des gens, est-ce que tu vois, tu fais ça, c'est comme tu l'avais imaginé? Ou est-ce que d'un côté, que ça soit peuplé, ça ressemble à autre chose? Non, alors c'est le moment, alors c'était vachement là le dernier, ça a été un des rares moments, je suis toujours, je vous cache pas, très mécontente quand les choses sont parce que je me dis toujours, je me suis loupée là-dessus, là ça c'est pas assez bien, après je me flagelle souvent. Et Bachaumont, c'est la première fois que ça m'arrive, je suis arrivée, le restaurant a été bourré à craquer, j'ai vu tous les gens s'installer, comme je l'avais imaginé pendant toutes ces années, parce que 3 ans de projet c'est long. Et je les ai vus s'approprier le lieu comme je l'avais imaginé. En tout cas, à chaque fois, j'essaie de me mettre à la place du client, de me dire, bon, alors là, il n'y a plus de place, où est-ce que je me mets en attendant ma table, ici, voilà. Et je voyais les gens s'approprier le lieu de cette manière-là, et différemment aussi. Il y a des tables que je pensais trop cool, qui marchent moins bien, des tables que j'aimais pas trop, qui marchaient hyper bien. Et ça a été, pour la première fois de ma vie, un sentiment assez jouissif de me dire, ça y est, enfin, il y a des gens dans ce lieu. Ça fait des années et des années que c'est vide, moi, les équipes, la poussière et tout, et là, ça y est. Et en plus, les gens ne l'imaginent pas du tout d'où on vient, que c'était un trou. Et c'est absolument génial de voir que les gens arrivent et s'approprient le lieu comme si ça avait toujours été là, comme si c'était super naturel. Ça c'était pour un designer, un vrai sentiment. Pour une fois, j'ai un peu soufflé, je me suis dit, parce que pour le coup, 3 ans, je me suis dit, si je me loupe, là c'est relou. Et non, bon, après, ça fait que quelques mois que c'est ouvert, mais pour l'instant ça marche bien et les retours sont bons et mes clients sont bons, donc c'est une bonne chose. Pardon, monsieur Lebrun. Mais vous voyez tous beaucoup le futur, mais moi je pas tant que ça. Je sais pas. Je pense que, disons que là, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire bar, hôtel, restaurant, peut-être au bout d'un moment je vais un petit peu tourner en rond et que j'aurais envie d'aller vers autre chose. Et je ne l'exclus pas du tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime aujourd'hui. Franchement, j'exclus rien.
comme en fait exactement de la même manière que je vous le souhaite, c'est-à-dire on va vous proposer des jobs qui sont peut-être pas forcément au début les jobs dont vous rêvez. On va vous proposer des stages qui ne sont pas forcément votre premier choix. On va vous proposer plein de choses dans la vie et à un moment il faut savoir prendre des choses et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on évolue. Donc je me dis que le jour où j'en aurai un peu marre et je me dirai merde encore un hôtel, ça me saoule, je me dis ce jour-là j'arrête, c'est sûr, parce que je ne veux pas bosser comme ça et je suis sûre que c'est pile le moment où dans ma tête il y a une petite case aussi qui se sera débloquée et qui me dira mais tu sais t'as un peu envie de faire ça et j'irai vers autre chose. Forcément toujours dans le design parce que je peux pas m'empêcher de créer, de dessiner, j'adore ça. Mais oui, il y a tellement de choses encore à faire et puis pour le coup notre métier s'ouvre tellement de choses, tellement de supports qu'on peut aller très loin. Ouais, vous avez la racine détachée de vos projets, en fait, comment ça se passe, la fin d'un projet et le début d'un autre, la transition, comment... En fait, le truc, c'est que jusqu'au moment où ils vont ouvrir, je vis, je dors qu'en pensant à ça. Et c'est vrai que le jour où c'est ouvert, c'est fini. Ouais. J'y vais beaucoup dans les lieux que j'ai faits et je les vis complètement différemment parce que je les vis côté client et je m'amuse et voilà et je pense pas trop à tous les petits détails auxquels il faudrait que je pense mais en fait j'ai pas le choix parce que sinon je deviendrais dingo parce que déjà quand j'en fais 5 ou 6 en même temps et que j'y pense toutes les nuits et que je suis en train de me dire sur ma coupe je me suis trompée, je crois que j'ai mis EE au lieu de AA et que voilà je peux pas vivre comme ça donc en fait j'ai pris l'habitude dès le début voilà, quand un projet est fini, j'y vais beaucoup. Là, typiquement, Chaumont, enfin, 2 mois, j'y allais tout le temps, dîner et tout. Et petit à petit, j'y vais moins. Et je passe à autre chose. C'est important parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut y aller, ça c'est important, il faut y aller pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et comment vraiment les gens s'approprient les lieux. Et les erreurs qu'on a faites pour essayer de toujours rectifier le tir et de faire mieux la fois d'après. Mais voilà, de toute façon vous verrez après quand vous faites plein de projets, forcément vous en abandonnez, pareil, ces échecs aussi on peut les oublier, c'est l'avantage, parce qu'on passe à autre chose et que la fois d'après ce sera mieux. Voilà, je me dis toujours ça, la fois d'après je ferai mieux, je ferai mieux, je ferai mieux. Qui a levé la main juste un tout petit peu avant toi. Dans les lieux entre deux lieux, si forcément. Il y a toutes les recherches historiques, ça c'est un truc que je fais systématiquement, architectural. Donc ça c'est sûr, mais après je ne fais jamais les choses de la même manière. Il y a des lieux où je vais 1 milliard de fois parce que j'ai pas bien compris l'espace, parce que j'ai pas d'idée, j'ai besoin de m'inspirer. Il y a d'autres lieux, j'y vais 1 fois, je me dis ok, j'ai à peu près le truc en tête et là une idée me vient et je me mets à dessiner. Il y en a plein où c'est beaucoup plus laborieux et j'ai besoin de passer des heures sur Pinterest à regarder des images de trucs, j'en sature, j'en ai 1 milliard et tout d'un coup il y en a une et là je me dis ah c'est celle-là que je cherchais. Et ça vient et du coup voilà, je comprends ce qu'il faut que je fasse dans ce lieu parce que j'ai vu cette image-là. Donc c'est vraiment, ça dépend de la facilité ou pas des projets. Et ouais, chaque projet a un peu son processus et surtout c'est exactement comme vous, c'est toujours le truc de la page blanche et il y a un moment où tu sais pas pourquoi pendant une journée c'est de la balle, toutes les idées arrivent, tu dessines tellement bien, tout est formidable et le lendemain c'est l'horreur, tout est merdique, tout ce que tu as fait la veille qui t'avait l'air génial en fait est à chier et t'es vraiment au bout du rouleau parce que tu te dis ah et c'est 2 jours, un jour que j'ai pensé super et l'autre jour à tout détruire donc 2 jours pour rien. Voilà, moi c'est toujours encore exactement comme ça. Donc je construis, je détruis, je construis, je détruis. Oui, je prends des stagiaires, bien sûr. Vous n'avez pas beaucoup de demandes d'ailleurs de strat. Est-ce que
que vous avez eu des demandes ou vous envisagez de travailler à l'étranger, à l'international? J'en ai fait. J'ai fait trois projets de bar à Londres. Et là, je bosse sur un hôtel à Londres en ce moment. J'ai fait 2 bars à New York et j'ai fait une plage à Ibiza aussi. Non, je ne les connais pas du tout, au contraire. J'aime beaucoup bosser à l'étranger parce que déjà, dans la construction, à proprement parler, c'est très différent. On ne construit pas les immeubles de la même manière à Paris, à Londres et à New York. Donc c'est toujours voilà, rigolo de découvrir des nouveaux matériaux, des nouvelles choses. Et souvent, du coup, après, j'importe des techniques que j'ai découvertes ou des fournisseurs que j'ai trouvés là-bas. Après, c'est difficile parce que se faire respecter sur un chantier à l'étranger en étant complètement inconnu, c'est pas le truc le plus facile. Mais du coup, aussi, voilà, ça permet de se remettre un peu les pieds sur terre, de ne pas être dans son truc, c'est bon, les chantiers, machin, c'est les entrepreneurs, la vie est facile. Voilà, quand j'arrive à New York sur un chantier, un des derniers, mon chef de chantier était un vétéran de la guerre du Vietnam et qui, déjà en voyant une femme sur un chantier, était outré que je puisse travailler. Donc on partait loin et tout ce que je faisais était mal et nul. Et à la fin du chantier, ça a été laborieux, je me suis battue, engueulée avec lui et tout. Et à la fin, il m'a dit oui, ça va, en fait, vous savez faire, oui, vous connaissez votre métier, voilà. Et ça a été 3 mois de lutte pour à la fin avoir un petit genre, ça va. Donc c'est pas forcément, toujours facile. Mais les projets à l'étranger, oui, c'est hyper intéressant. Après, c'est forcément beaucoup de temps. C'est vrai que quand j'ai fait les projets de New York, j'allais tout le temps. J'y allais 2 fois par mois, 4 jours, 2 fois par mois. J'étais un peu plus jeune aussi, donc c'est vrai que normalement le décalage horaire ne me faisait pas grand chose. Là, avec l'âge, ça commence un peu à arriver. Mais Londres, par contre, l'Europe c'est facile. L'Europe, c'est là, je vais peut-être faire aussi un hôtel ailleurs. Ouais, c'est chouette parce que aussi c'est déjà de toutes mes recherches historiques, ça me change un peu de sortir de l'haussmannien, d'aller voir des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles cultures. Je devais faire un projet au Mexique qui a finalement jamais abouti, mais sur lequel j'avais beaucoup bossé. Et c'était hyper intéressant parce que j'avais été quelques fois au Mexique, mais c'est une culture qui m'était encore un peu étrangère. Et j'ai cherché plein de trucs et en fait ça m'a aidé pour d'autres projets après, de me dire tiens c'est marrant, j'avais découvert telle technique et ça c'est toujours assez utile. Donc ouais, j'en fais et je continuerai à en faire. Oui. Qu'est-ce qui est le plus contraignant? Probablement dans les projets d'hôtel, le côté trop normé des choses. Ça, ouais, c'est vrai que rentrer toujours par l'obstacle, c'est un truc qui m'ennuie un peu. Et les projets de création d'hôtels sont tellement stricts entre les normes de sécurité et les normes handicapées qui se durcissent en plus au fur et à mesure des projets. Parfois même dans le même projet, en cours de route, la préfecture nous donne des nouvelles normes, donc c'est toujours un peu délicat. Ouais, ça me saoule un peu parce que pour être très honnête, même si je me donne beaucoup de mal, parfois j'ai du mal à aller au-delà. Parfois c'est vrai que ça me bloque un peu. Quand on me dit, alors les couloirs d'hôtel, ils font 140, il n'y a pas le droit d'y avoir de lumière, rien qui sort, pas de miroir parce que les gens peuvent se jeter dans les miroirs, pas de tableau, rien. Donc, et que derrière mon client me dit, par contre, il y a des matériaux qui tiennent 10 ans. Hein. Et là, je suis là, d'accord, bon, voilà, ça c'est un peu dur. Et parfois c'est un peu décourageant. Voilà, mais ça dépend des jours. Le lendemain, après, je me dis, voilà, c'est un peu challenging, on va y arriver. Mais c'est les normes un peu. Enfin, sur les hôtels, les restaurants et tout ça, ça va, mais sur les hôtels, c'est dur. J'ai dit Made in France et Europe aussi. Mais là, en fait, j'ai bossé aussi c'est avec des designers chinois, avec qui j'ai fait un projet. J'exclus rien. Je bosse aussi pas mal avec des designers américains. Tous les petits mecs de Brooklyn qui font encore tous les trucs à la main et tout ça.
J'ai quelques fournisseurs là-bas qui sont très cool. Et c'est vrai que moi, sur les objets que je dessine moi, j'essaie dans la mesure du possible de les fabriquer en France. Pour plein de raisons. Déjà parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on sait faire et on a une vraie expertise en tout cas dans le mobilier. Aussi pour la proximité. C'est vrai que c'est facile parce que si le truc arrive et que ça va pas, je peux aussi le renvoyer assez facilement. On est sur des temps de transport un peu souples. Londres, j'ai fait beaucoup. J'avais un ébéniste là-bas avec qui j'ai beaucoup bossé. Voilà. Bon, après, ça reste dans un cadre assez serré. Mais c'est vrai que j'essaye, dans la mesure du possible, de bosser avec des gens que je peux aller voir, d'aller visiter les usines, dans le comprendre aussi comment on fait les choses, parce que j'aime bien comprendre comment on fait les choses. Et c'est vrai qu'envoyer des plans à une usine lointaine et récupérer mon objet, c'est vrai que c'est un process qui m'intéresse moins. Parce que j'ai encore besoin d'apprendre plein de choses. Il y a encore beaucoup de choses dans le design de mobilier que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est en allant dans les usines, en voyant comment on coupe, comment on fait les mousses, comment on cintre le bois, que je découvre beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est pour plein de raisons. Je privilégie plutôt ça, et c'est vrai qu'on pense toujours un peu à tort que c'est beaucoup plus cher, c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont plus chères, c'est sûr, mais c'est pas beaucoup plus cher, non. Il y a énormément d'artisans qui ont besoin de bosser, et surtout en ce moment, et les prix sont largement ok. Largement ok. En fait, comme je te dis, le Made in France, c'est pour les objets le mobilier que je dessine moi. Alors après, je n'utilise pas du tout de plastique, je suis plutôt sur des matériaux qu'on utilise dans le mobilier, donc du marbre, de la pierre, du bois, du tissu, des mousses, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je ne suis pas amenée à bosser avec des énormes usines, c'est plutôt des petits ateliers. Et non, je ne me suis jamais dit que c'était limitant. Je pense qu'il n'y a pas une seule chose qu'on ne sait pas faire en France. Et en plus, non, je ressens pas les choses comme ça. Je vois pas de quelle manière, en fait, je pourrais ressentir les choses comme ça. En quoi ce serait limitant? Non, je pense, parce que du coup, tu as toujours l'ambiance française, On m'a dit aussi l'inverse, donc tu vois, ça dépend de truc. Tout le monde me dit que j'ai un style hyper anglo-saxon, donc... Parce que quand moi je le disais, au début, quand je suivais bien, en fait, vous prenez un peu l'atmosphère du lieu pour faire le bar, le restaurant, tout ça, et quand on avait parlé de Londres, je me suis dit, ça avait beaucoup cette ambiance londonienne. En fait, ça dépend des projets, c'est comme tout, ça dépend des projets. J'ai fait des projets à Londres qui sont dans un style anglais, d'autres dans un style français, mais l'idée, c'est pas, il n'y a pas un style français, un style anglais, machin, c'est un truc, c'est quand même un style assez mélangé. Et forcément, à Londres, oui, je fais fabriquer les choses à Londres, mais aussi en France, aussi en Belgique, aussi un peu partout. Dans un périmètre que je maîtrise, je te dis encore une fois, et qui me permet de comprendre comment on fabrique les choses. C'est un souci qui, moi, m'est personnel. Voilà, j'aime bien comprendre comment on fait les choses et apprendre comment on les fabrique. Et si je faisais de l'injection plastique et que je faisais fabriquer des choses en Asie, par exemple, j'irais voir, parce que ça m'intrigue et j'aime bien. J'adore visiter les usines, j'aime bien ça. J'ai fait mon stage ouvrier chez Renault à l'injection plastique, je maîtrise assez bien l'injection plastique maintenant. Voilà, j'ai besoin. Non, quand j'ai eu mon diplôme, mon ancien maître de stage m'a appelé en me disant ah ça y est, t'es diplômé, on cherche quelqu'un, ça t'intéresse? J'ai dit oui. Voilà, non, je n'avais pas particulièrement l'intention de bosser chez Dragon Rouge. Je n'avais pas du tout l'intention de faire du packaging, mais je me suis dit on me propose un truc, j'y vais. Je venais d'être diplômée, je savais que c'était pas évident de trouver un job à ce moment-là, donc j'y suis allée en me disant que c'était toujours intéressant d'apprendre et je n'ai aucun regret, au contraire, j'ai énormément appris et ça a été une expérience formidable. Et surtout, je me suis jamais dit ça y est, je suis dans cette case, je pourrais pas en sortir. Je me suis toujours dit c'est génial, fonce,
apprends tout ce que tu peux apprendre et tu rebondiras sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Imaginez que c'est un de mes profs de strat qui m'a recruté après, je ne l'imaginais pas du tout non plus. Pascal Pompéi. Vous avez le droit de ne plus avoir de questions aussi. Hein. Oh, ça va. C'est des goodies de l'école. Tu as la brochure, il y a aussi un carnet de croquis, donc tu pourras dessiner. Et puis à Strat, maintenant, les étudiants ils ont leur petite sacoche d'outils. Donc tu as fait une petite sacoche d'outils à ton nom, voilà, avec le numéro de ta promo. Voilà. Merci beaucoup Dorothée, c'était très intéressant parce que c'était du vécu et en même temps très ancré dans la réalité. Merci d'avoir été la première de nos conférencières. Merci à vous. Bonne soirée.